Hello à tous, je m'appelle Charlotte, je suis tech lead React Native chez BAM. Et chez BAM, on fait beaucoup d'applications mobiles, notamment en React Native. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'applications React Native et plus précisément de ce qui se passe à l'intérieur d'une application React Native, de ce qui se passe quand on en build une et on verra ce que ça peut nous apprendre en termes de DevX, euh, ce qu'on peut tirer comme conclusion pour être plus efficace au quotidien en effectuant des gestes de développeur dans notre monde mobile. Mais alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui? Il y a un an environ, j'étais tranquillement chez BAM en train de développer ma petite application et j'ai tout à coup cette erreur toute rouge qui apparaît sur mon écran. Si certains d'entre vous ont déjà fait du React Native, vous êtes familiers. C'est Metro qui nous dit qu'il n'est pas content. Et ce genre d'erreur, il y en a certaines à ce moment-là que je ne savais pas trop comment résoudre. Euh, Elle voulait vraiment pas s'en aller et je savais jamais comment m'en débarrasser. Et à ce moment-là, ce que je faisais et ce que j'ai fait ce jour-là quand j'étais chez BAM en train de développer ma petite application, ce que j'ai fait quand j'ai eu cette erreur, c'est que j'ai tout killé. Donc mon app, mon simulateur, mon serveur métro, je killais tout et je relançais tout en passant par l'installation des dépendances avec yarn install, pod install, React Native Run iOS. Je rebuildais mon app et ça marchait hyper bien, mais ça prenait 3 heures. Et ce jour-là, j'ai une de mes collègues qui passe derrière moi et qui me demande ce que je suis en train de faire, qui me demande ce que je comprends, est-ce que je comprends pourquoi, ce que cette erreur essaie de me dire et pourquoi tout kill et tout rebuilder, ça résout mon problème. Et clairement, je comprenais rien de tout ça. Pour moi, mes simulateurs, c'était une grosse boîte noire, je ne savais pas du tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et elle m'a recommandé ce jour-là d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait à l'intérieur de ma boîte noire. Et c'est ce que j'ai fait avec mon tech lead de l'époque. Et j'ai appris énormément de choses au passage. Du coup, je suis là ce soir pour vous les partager. Alors avant qu'on commence, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas fait de React ni de React Native, petit reminder, en React Native, au lieu d'utiliser des éléments HTML comme des divs ou des spans, on va utiliser des React Native Core Components, comme des buttons ou des textes. Et à partir de ces éléments React Native va envoyer des ordres natifs pour créer les vues iOS et Android correspondantes. Donc si je suis sur mon simulateur iOS et que je demande un bouton par exemple, React Native va demander au natif de créer le bouton iOS équivalent. Ok, on est tout bon. Une application React Native, ça ressemble à ça au sein de notre environnement de développement. Ne vous inquiétez pas, je vais zoomer. Sur notre schéma, on a une partie JS et une partie native. Côté JS, on va avoir du code JS. Donc on a du JavaScript, du TypeScript, du JSX, et tout ce code va devoir être transpilé en JavaScript grâce à Babel. Donc Babel va convertir le JSX en JS, le TypeScript en JS, et le JavaScript en CommonJS, une vieille version de JavaScript que toutes les machines peuvent comprendre. Ensuite, on va avoir Metro. Metro, c'est notre bundler, c'est l'équivalent mobile de Webpack. Ce que Metro va faire, c'est qu'il va prendre tout notre code JavaScript et il va le bundler en un seul fichier qui s'appelle le bundle. Et à chaque fois, donc notre simulateur va uniquement devoir s'intéresser à ce fichier-là. Et à chaque fois qu'on va rajouter du code JS sur notre machine, Metro va récupérer ces nouveaux changements, l'agréger au bundle et trigger un reload. Donc ça, c'est tout côté JS. Côté natif, on va aussi avoir du code natif. Ce code, c'est un peu comme côté JS. On peut avoir différentes sources. On peut en avoir de librairies qu'on utilise, aussi de React Native qui nous met du code à disposition pour setup notre application, et aussi potentiellement du code que nous-mêmes on a écrit. Côté iOS, ça va être de l'Objective-C et du Swift, et côté Android, ça va être du Java et du Kotlin. Et si vous ouvrez votre projet dans votre IDE, vous verrez que vous avez un dossier iOS et Android, et en fait, au sein de ce dossier iOS, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour créer une application iOS. Et si vous en faisiez une en Swift, vous travailleriez au sein de ce dossier-là. Donc on a notre code natif, et ce code, il a besoin d'être compilé.
Donc il va être compilé et ce processus de compilation va créer un exécutable, une application qu'on va pouvoir installer sur notre téléphone. Donc il y a un IPA côté iOS, un APK côté Android. Et ces deux fichiers, le bundle et l'APK, ça va constituer notre application React Native. Donc une application React Native au runtime, ça ressemble à ça. En fait, une application React Native, c'est rien d'autre qu'une application native qui va instancier un moteur JavaScript qui va exécuter notre bundle. Et le JavaScript va communiquer avec le natif. La communication, ça ressemble un petit peu à ça. Imaginez qu'on a une application toute bête avec un composant qui affiche un bouton qui va avoir un titre qui est une variable d'état qui a un setter pour ce titre. Donc on a notre bouton qui a ce titre et au clic de notre bouton, on va changer notre titre. Donc premièrement, on va vouloir afficher notre composant à l'écran. Donc JavaScript va traverser notre arbre de composants et il va rencontrer notre bouton et il va envoyer un ordre au natif pour le rendre à l'écran. Donc il va communiquer au natif, il va faire « Coucou natif, comment ça va ? J'ai ce bouton, est-ce que tu pourrais l'afficher s'il te plaît ?» Et le natif va dire « Mais oui, bien sûr. Tiens, d'ailleurs, attention, l'utilisateur a cliqué dessus. Il y a peut-être une callback on-press ou quelque chose que tu aurais envie de trigger. » Du coup, le JavaScript, effectivement, trigger sa callback, ça va changer notre bouton, ça trigger un re-render, et du coup, le JavaScript va retourner vers le natif. Il va dire « Renatif, c'est encore moi. Est-ce que tu pourrais changer le titre de mon bouton, s'il te plaît ?» Et le natif dit « Mais oui, bien sûr. » Et c'est comme ça que, en tant qu'utilisateur, je peux voir mon nouveau titre sur mon écran. La communication entre le JS et le natif dans l'architecture actuelle est effectuée au travers d'un bridge. Le bridge, c'est une queue qui va, au travers laquelle le JS et le natif vont échanger des messages sous format JSON. Cette notion de bridge va disparaître avec la nouvelle architecture dont vous avez peut-être entendu parler. On ne va pas en parler ce soir, mais les notions, l'idée globale de ma présentation restera valide, quelle que soit l'architecture que vous prenez. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous recommande de regarder un talk de Nicolas Corti ou de Gant Laborde sur YouTube. Donc trop cool, on a notre appli. Mais peut-être qu'à un moment, on voudrait avoir des utilisateurs et envoyer notre application sur les stores. Et à ce moment-là, on n'est plus derrière notre ordi en train de rajouter du JS. Donc on n'a plus besoin que Metro agrège nos changements au bundle. Donc une fois en production, on va calculer notre bundle et notre code natif une fois pour toutes et on va envoyer ça sur les stores. Maintenant qu'on sait à quoi ressemble une application React Native de l'intérieur, on va regarder ce qui se passe quand on build une application React Native. Donc pour faire ça, on utilise la commande React Native Run iOS ou React Native Run Android. Et cette commande, elle était un peu magique pour moi à l'époque. À chaque fois que j'avais cette erreur toute rouge sur mon écran, je killais tout, je rebuildais tout et ça résolvait tous mes problèmes. Mais pour démystifier un petit peu tout ça, avec mon tech lead de l'époque, on est allé regarder dans le code de la commande et ça ressemble grosso modo à ça. Alors on est parti. React Native Run iOS, d'un côté JS, ça va instancier un serveur Metro. Donc pour l'instant, c'est un serveur, donc il est branché à un port et il attend. Côté natif, on va lancer notre simulateur et puis ensuite on va s'occuper de notre code natif. Le code natif, comme on l'a dit tout à l'heure, ça a besoin d'être compilé. Et ce processus de compilation va générer une application qu'on va installer sur notre simulateur et qu'on va ensuite lancer. Une fois qu'on le lance, deux choses vont se passer en parallèle. Côté natif, on va charger nos modules natifs. Les modules natifs, ce sont des classes. Elles ont besoin d'être instanciées à un moment ou à un autre. Et côté JavaScript, on va donc lancer notre moteur JS qui va faire la requête à Metro pour récupérer le bundle. Donc à ce moment-là, Metro va charger le bundle et c'est à ce moment-là que vous pouvez voir la petite barre de progression dans votre simulateur. Et une fois que c'est chargé, la JS Engine va exécuter le bundle. À ce moment-là, il traverse l'arbre des composants et à chaque fois qu'il rencontre une vue UI, il va envoyer un petit ordre natif pour créer la vue iOS ou Android équivalente. Et une fois que c'est fait, notre application est live. Elle est trop bien cette commande. Tellement bien que je peux vous dire que perso à l'époque, je l'utilisais beaucoup trop souvent. J'utilisais tous les jours, voire plusieurs fois par jour et elle a beau être chouette, elle prend quand même un petit moment, 5 à 10 minutes à chaque fois, et si on peut s'en passer, c'est quand même mieux.
Alors ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble quelques gestes de développeurs du quotidien et qu'on voit comment les effectuer efficacement dans notre monde mobile. Alors le premier truc qu'on fait quand on développe, c'est qu'on développe. Donc on fait un changement dans le code JS par exemple. À ce moment-là, quelle étape nous intéresse dans notre schéma pour voir notre changement à l'écran? Du coup, c'est celle de Metro. On a besoin de... Metro, il a un système de listener qui s'appelle Watchman, qui va en permanence écouter notre code, et dès qu'on fait un changement dedans, il va trigger un reload sur notre écran, et le JS va potentiellement réexécuter ce code si besoin. Donc c'est cette partie-là de notre schéma qui nous intéresse. Donc, pour voir un changement JS dans notre code, on a juste besoin de sauvegarder notre code. Mais le code qu'on écrit, ça peut aussi potentiellement être du natif. C'est pas toujours que du JS. Et dans ce cas-là, ce code natif, il a besoin d'être compilé pour pouvoir le voir sur notre application. Et du coup, ce qu'il faut voir à cette étape-là, c'est que ce processus de compilation, ça va recréer une toute nouvelle app. Ça va désinstaller l'ancienne, réinstaller une nouvelle, et ça va vraiment plus la même. Donc, si on veut voir notre code natif sur notre écran, il faut recompiler notre app. Donc, c'est soit React Native en iOS, soit dans Android Studio ou dans Xcode, cliquez sur la petite icône Play. Trop bien. Qu'est-ce qu'on fait d'autre dans notre app? On rajoute des dépendances. Donc, si on a une librairie JS, une fois qu'on l'a installée avec yarn install, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? En fait, a priori, rien du tout, puisque notre système Watchman de Metro, non seulement il écoute notre code, mais il écoute aussi nos node modules. Donc il va simplement trigger un reload avec le hot reload, et on n'a rien d'autre à faire. Par contre, s'il s'agit d'une librairie native, du coup, une fois qu'on l'a installé avec yarn install et pod install c'est l'équivalent iOS de yarn install pour télécharger les dépendances iOS. Une fois qu'on a téléchargé notre librairie, on a rajouté du code natif. Du coup, pareil, il faut le recompiler. Et du coup, il faut rebuilder notre app, donc c'est React Native Run iOS. On en arrive au geste principal dont je voulais vous parler aujourd'hui, celui qui m'a fait vraiment gagner le plus de temps. C'est comment lancer son application au quotidien. Moi, le matin, quand j'arrivais, c'était café, React Native Run iOS. Tous les jours, je lançais cette commande. Et en fait, c'est pas forcément nécessaire. Quand on y réfléchit, l'étape qui prend le plus de temps dans cette commande, c'est celle de recompiler son code natif. Et à moins que pendant la nuit, vous ayez rajouté une librairie native furtivement, vous n'avez pas besoin de recalculer votre app. En fait, elle a déjà été calculée et installée sur un simulateur, et vous avez vraiment juste besoin de relancer ce simulateur. Donc pour faire ça, en fait, pour lancer son application le matin, on n'a vraiment besoin que de 3 choses. Un serveur Metro, un simulateur et une application installée sur ce simulateur. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait ça? On lance son serveur Metro avec React Native Start en ligne de commande. Ensuite, on lance son simulateur. Donc pour ça, je vous recommande l'application Simulator pour iOS et pour Android, une extension émulator que j'ai découvert bien trop tard, qui permet de lancer son Android qui marche du feu de Dieu. Et une fois que vous avez votre simulateur lancé, vous avez simplement à cliquer sur votre application et on est tout bon. Et ça prend 10 fois moins de temps. Une autre chose que je fais au quotidien, c'est tester mon application sur un autre simulateur. Que ce soit parce que j'ai besoin d'un écran plus grand ou plus petit, ou d'un iPhone avec ou sans notch, j'ai souvent besoin de réinstaller la même application sur plein de simulateurs. Et ça, vous vous en doutez, à l'époque, c'était React Native Run iOS à tout va, et ça prenait ma matinée. Et en fait, quand on y réfléchit, pourquoi est-ce qu'on relancerait cette commande? Pourquoi est-ce qu'on recalculerait notre code natif alors qu'on pourrait juste reprendre l'application qu'on a déjà calculée la dernière fois et la réinstaller sur tous les simulateurs qu'on veut? Notre code, il n'est pas spécifique à un simulateur. Donc, pour faire ça, du coup, le monde est bien fait. Xcode et Android Studio, ils sauvegardent nos exécutables à chaque fois qu'on build. Trop pratique. Donc, sur iOS, vous allez dans Xcode, vous faites Product, Perform Action, Run Without Building. Et pour Android, vous pouvez utiliser la commande adb install en lui renseignant le chemin vers votre APK qui est sauvegardé quelque part au sein de votre dossier Android. Et en parlant d'ADB, grosse reco, utilisez ADB pour gérer votre simulateur Android. J'ai commencé à faire ça bien trop tard et en fait, je ne sais pas comment c'est sur Windows ou sur Linux ou sur Mac M1, mais perso, mon simulateur Android, il est tout glitchy, j'arrive à rien en tirer.
Et en fait, on a des commandes pour faire plein de choses, pour lancer son app, pour la kill, et c'est beaucoup plus agréable. Donc voilà pour les gestes dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et vous remarquerez que pour aucun de ces gestes, on a eu besoin de kill métro ou de kill son simulateur. Et pourtant, c'est un truc que je faisais à coup sûr dès que j'avais une erreur toute rouge dont je ne savais pas comment me débarrasser. Donc au moins, pour mon moi de l'époque, je sais que ça, c'était pas utile. Mais je vous propose qu'on aille encore plus loin. Qu'on regarde ensemble les erreurs qui me faisaient si peur à l'époque, qu'on les affronte et qu'on voit comment les résoudre sans kill aucun simulateur. Alors la première, ça va être, donc les deux sont liés à des problèmes de dépendance, et la première va être plutôt côté JS, la deuxième plutôt côté natif. Alors on est parti. La librairie n'a pas été trouvée au sein du projet. Ok, trop facile, c'est que notre application n'a pas la librairie, donc on a juste à l'installer, on fait yarn install et on est tout bon. Mais pensez à une chose. Si jamais votre librairie a une partie JS et une partie native, il faut installer cette partie aussi. Donc c'est pod install, et du coup il faut recompiler notre code. Donc c'est React Native Run iOS. Cette situation, ça peut vous arriver donc si vous utilisez une librairie que vous n'avez pas installée, mais aussi si vous faites un pull sur votre branche principale et que une personne a installé une librairie et du coup vous utilisez une librairie que vous n'avez pas encore eu le temps d'installer, et Metro vous prévient déjà que rien ne va. Et je pense que c'est ce qui m'était arrivé à l'époque. Deuxième erreur. Un élément n'a pas été trouvé au sein de l'UI Manager. Ok, je vous aide. L'UI Manager, c'est le rendering system. C'est lui qui va faire passer les ordres entre le JS et le natif pour créer des vues natives de type coucou, est-ce que tu peux créer mon bouton s'il te plaît? Donc, ok, un élément manque au sein de l'UI Manager, donc a priori c'est une dépendance qui n'est pas installée. Et plus précisément, c'est une dépendance côté natif. Parce que si ça avait été côté JS, l'ordre n'aurait pas pu passer au natif. Là, clairement, sinon on aurait eu l'erreur qu'on a eu précédemment, qu'on a vue en premier. Là, l'ordre a pu passer côté natif, donc ça vient du natif. Donc on fait un pod install et on rebuild notre app avec React Native Run iOS. Trop bien, on a réussi à confronter nos erreurs. Et on n'a kill aucun simulateur. Et donc j'espère que la prochaine fois, si jamais vous faites du React Native, vous penserez, si vous rencontrez une de ces erreurs, à ce qu'il y a dans votre boîte noire et quelle étape clocher. Je vous remercie pour votre attention. On a du temps pour les questions? Alors, si ce n'est pas une question, on a du temps pour les questions. Si vous avez des questions. Des questions. Vas-y, vas-y. Si on veut optimiser notre temps de dev, c'est bien de partir par coder. Tu connais rien, mais c'est bien de partir de coder le côté natif, le côté bouton, affichage, etc. Et ensuite complémenter la logique métier. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur le bouton? Du coup, en fait, si tu réimplémentais le côté natif, tu n'as pas les avantages de React Native React Native, l'idée, c'est de... Mais tu mets en place tout ton UI, tout ce qui sera traduit en code natif, et ensuite tu gères la logique métier qui sera a priori que du JS. Je suis pas sûre d'avoir compris. D'accord. J'en ai une. Juste au cas où. Toi aussi, ADB se déconnecte de ton device en culture. Est-ce que tu as des solutions pour ça? Ouais, en fait, il y a une commande. Je ne sais pas si quelqu'un l'a en tête, mais c'est TCP inverse localhost 3000. Et ouais, j'ai plus les... On connaît. J'ai plus l'explication, mais oui, c'est... Ouais, Ça déconnecte ton device. Ouais, parce que moi, je me retrouve souvent avec le device qui est plus reconnu par ADB d'un coup.
Et du coup, c'est ça qu'il faut faire. Ouais, normalement, c'est pas censé arriver tout seul, mais en tout cas, si tu déconnectes ton device et que tu le rebranches, il faut lancer cette commande. Et ouais, t'as pas du tout besoin de rebuilder ton app. Je sais qu'à l'époque, je faisais ça aussi. Tu as juste à lancer cette commande et c'est juste pour que Metro arrive à parvenir à ton app. Et c'est normalement que côté Android. Ok. Est-ce que tu as des soucis avec le live reload parfois? Le live reload? Le hot reload? Ouais. Pas particulièrement. C'est quoi les soucis que tu as? Quand tu fais des changements avec React Navigation, souvent il n'y a pas trop, mieux reload complètement. Quel type de changement avec React Navigation? Mettre une nouvelle vue dans ton stack, etc. Genre de choses. Même des fois, moi j'en ai souvent avec Android aussi. Moi je suis plus trop confiant. Ou changer du SVG avec native SVG aussi. Il y a pas trop. Il y a des fois il y a des petits trucs où tu vois que la communication JS native se fait pas trop et bon, un petit commande R pour reload tout, mais je sais pas si toi tu l'expérimentes souvent aussi ou si c'est la config qui commence à être trop vieille. Non, je pense que ça m'est arrivé. J'ai pas d'exemple récent, mais c'est vrai que c'est comme les tests, je fais pas toujours confiance au work. Ouais, j'ai pas d'explication, je sais pas du tout comment ça marche derrière. Mais ouais, je comprends. Quand tu testes à travers le simulateur, est-ce que tu testes sur plusieurs types d'écrans de téléphone ou juste quelques-uns, ça suffit? Bah, du coup, en fait, c'est à toi de voir avec le produit quels écrans vous avez envie et quel type d'OS vous avez envie de maintenir. Parce que tu peux pas tester sur tout, ça prend un temps infini, mais tu peux te mettre d'accord sur des edge cases, tu vois, des cas limites de ok, je vais tester sur un tout petit écran de iPhone 8, un très grand écran de iPhone 13 avec notch, et puis peut-être sur un très vieil Android pour voir les perfs. Mais c'est important, oui, parce que il peut y avoir des différences de design. Après, ouais, tu peux pas tous les faire, mais c'est cool de se mettre d'accord sur des cas limites. C'est pas une question, mais du coup, ceux qui en ont marre de l'émulateur Android qui rame et qui met du temps, il y a Genymotion qui propose des VM Android sur VirtualBox. Ah, c'est cool. C'est vrai que pendant longtemps j'ai utilisé ça. Ça se lance beaucoup plus vite que l'émulateur Android. Trop cool, je connaissais pas du tout, merci. Alors après sur les Mac M1 maintenant, l'émulateur Android il marche du feu de Dieu. Ouais, je vais acheter plus tard un truc à 5000 balles, mais. Je peux développer sur un MacBook Air. Après, en fait, même sur les DLX86, t'as un truc. En fait, si tu vois dans Android Studio, t'as une image en fait qui est optimisée, ça s'appelle Intel HAXN. Ah, c'est genre vite. Ouais, prenez ça, c'est genre l'équivalent de Genymotion mais intégré directement dans Android Studio. Ah oui, parce que ça faisait longtemps que Genymotion. Ouais, maintenant il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin. Ok, cool. Merci beaucoup.